en Union soviétique, mais aussi en Chine ou par exemple à Cuba, c'est le socialisme révolutionnaire qui a triomphé. C'est lui qui s'est emparé du pouvoir. Par contre, dans les démocraties occidentales, c'est davantage la tradition démocratique, le socialisme démocratique qui a été la force dominante dans le mouvement socialiste. C'est particulièrement le cas dans les pays d'Europe occidentale, comme par exemple la Belgique. C'est notamment grâce à ce mouvement socialiste que, progressivement au cours du XXe siècle, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, un État-providence s'est développé. Des droits sociaux ont été ajoutés les uns aux autres, notamment le droit à la santé, le droit à la forme de sécurité sociale, le droit aux allocations de chômage, à la pension. Donc, nombreuses conquêtes du mouvement socialiste, mais d'un mouvement socialiste qui s'est converti au cadre démocratique, qui s'est converti à la logique libérale des droits individuels, des droits fondamentaux. Si dans le même temps, le libéralisme, lui aussi, s'est divisé, s'est scindé entre un libéralisme davantage classique, soucieux d'organiser l'État essentiellement autour de ses compétences régaliennes, ses compétences de sécurité, ses compétences de protection de la sécurité physique de chaque individu, mais aussi de la protection de la propriété privée. Donc un État essentiellement limité, un État policier, diront certains. Nous avons vu également qu'une autre tradition s'est développée au sein du libéralisme, davantage soucieux de l'égale liberté, et qui a accepté de faire droit, justement, parmi les droits fondamentaux, à nombreux droits sociaux, essentiellement les mêmes droits que l'on peut retrouver dans le socialisme démocratique, mais justifiés sur une base fondamentalement différente. Mais quoi qu'il en soit, si le socialisme est essentiellement devenu le socialisme démocratique, si le libéralisme a fait place à un libéralisme égalitaire, à un libéralisme social, à un libéralisme de gauche, on peut se demander quelle différence fondamentale reste-t-il malgré tout entre le socialisme démocratique d'une part et le libéralisme de gauche. Alors, il ne faut pas les confondre, ça reste deux traditions philosophiques différentes. Et jusqu'à un certain point, d'ailleurs, la différence entre ces deux conceptions, ces deux traditions philosophiques, permet de comprendre ce qui s'est passé dans les mouvements de gauche, dans les partis socialistes au cours des 50 dernières années. Ce sera l'objet de la prochaine capsule. Commençons ici à comprendre les différences qui persistent entre le socialisme démocratique et le libéralisme de gauche, en particulier dans le rapport de ces deux traditions à l'État et au marché. Le socialisme démocratique conserve l'idée que le politique, l'État, doit finalement s'imposer au marché. Il repose sur ce que les philosophes politiques pourraient appeler la métaphore de l'île. Beaucoup de philosophes politiques, lorsqu'ils s'efforcent de penser ce qui serait pour eux les principes idéaux dans une société juste, partent de cette métaphore, donc de l'idée par exemple qu'un naufrage est intervenu en haute mer, que les passagers d'un navire et l'équipage d'un navire accostent sur une île perdue, et ils doivent réinventer une nouvelle société sur cette île. Alors le propre de cette métaphore, c'est de penser la société politique, la communauté politique, comme une communauté fermée. L'île est fermée, elle est isolée du reste du monde, et on peut imaginer un État qui serait une autorité souveraine, qui occuperait le monopole de la violence légitime, la capacité de contrainte des interactions sociales sur cette communauté refermée sur elle-même. On a donc un État central, un État qui peut imposer sa loi sur l'ensemble des interactions, et donc notamment des interactions économiques sur l'île. Éventuellement, dans un deuxième temps, les philosophes, deuxième tome éventuellement de leur œuvre, ils imaginent que cette île fait partie d'un archipel. Et donc on va imaginer un commerce international entre les différentes îles de cet archipel. Mais c'est un commerce qui reste relativement limité entre des communautés qui sont toujours penser sur le modèle de l'État-nation, donc d'une communauté propre auquel il y a un État qui est capable d'imposer son pouvoir, de régir les interactions sociales en son sein. Or, à l'heure de la mondialisation, c'est une vision de l'État qui est fortement erronée. On y reviendra une fois encore dans la deuxième capsule pour comprendre ce basculement de nombre des forces socialistes vers un libéralisme de gauche. Aujourd'hui, l'État n'est plus une figure centrale sur une communauté politique fermée.
Il faut penser au contraire que le politique s'inscrit dans un cadre économique qui le dépasse, dans un système économique, dans une mondialisation économique et financière qui s'impose à elle. Et c'est largement par rapport à ces deux visions du rapport entre politique et économique, entre l'État et le marché, que l'on peut saisir la différence entre le socialisme démocratique et le libéralisme de gauche. Le socialisme démocratique, donc, passe par l'idée que l'État est capable de définir, d'encadrer, de réglementer fortement le marché tel qu'il se développe au sein d'une communauté politique. L'État doit avoir prise sur le marché et être capable donc de le réglementer. Ça passe notamment par une nationalisation d'un certain nombre des moyens de production dans les secteurs stratégiques, par exemple dans les secteurs de l'énergie, dans le secteur financier. Il faut que ce soit l'État, il faut qu'il y ait un certain nombre d'entreprises publiques, donc d'entreprises possédées par l'État, qui dominent ces productions, la production sur ce type de marché. Cela peut valoir aussi une forme d'intervention forte de l'État pour réglementer le prix d'un certain nombre de biens de nécessité. Bon, pensons au pain, pensons aux éléments de base de l'alimentation par exemple. Par contre, le libéralisme de gauche a un rapport de l'État au marché fondamentalement différent. Il prend quelque part acte que le marché préside, en tout cas que le système de marché, que le système capitaliste domine parce que ses limites dépassent celui d'une communauté politique. Et dès lors que la capacité d'un État ou des États, parce que dès lors il faudrait davantage parler des États au pluriel, on n'est jamais dans une situation où l'État est l'autorité centrale qui peut imposer une loi, une règle sur l'ensemble du système économique, puisque celui-ci est international, mondial, alors que les États sont toujours ancrés dans des territoires, dans des localisations spécifiques, même si éventuellement ce sont des institutions d'un niveau important comme l'Union européenne, ça reste des institutions politiques dont la sphère de compétences, dont la sphère sur laquelle ils sont capables d'imposer des règles, de légiférer, dépasse n'est que partielle par rapport au champ d'une économie désormais mondialisée ou financiarisée. Et donc l'État peut intervenir sur le marché, mais il ne peut plus le limiter, l'encastrer dans un lieu à des limites extrêmement spécifiques. Il ne peut plus dire qu'un certain nombre de services vont être totalement affranchis du marché. Quelque part, l'État est lui-même subordonné aux contraintes d'un système économique avec lequel il doit jouer. Il peut chercher à réguler un certain nombre d'interactions économiques. Mais réguler n'est justement pas la même chose que d'être un acteur qui intervient directement parmi le jeu économique. Réguler, ça signifie stabiliser. On régule d'ailleurs des flux électriques, on stabilise des flux. Un régulateur électrique, c'est un instrument qui permet de réguler les flux d'électricité. L'idée de régulation, c'est bien cette idée de stabilisation des flux des échanges économiques. L'État peut intervenir. De ce point de vue-là, en tant que régulateur, en tant que facilitateur d'un certain nombre d'interactions économiques. Mais il n'est plus en capacité d'imposer strictement les règles du jeu économique. Au contraire, ces règles s'imposent à lui et il doit tenir compte de ces règles pour, par exemple, assurer la compétitivité de son espace économique face à la concurrence internationale afin d'attirer des investisseurs sur son territoire donné et dès lors créer de l'emploi, créer de l'activité, créer des recettes publiques, financer une sécurité sociale. Donc nous avons un libéralisme de gauche qui se rend compte que l'État n'est plus en mesure de déterminer la place du marché. Nous avons un libéralisme de gauche, par contre, qui est conscient, et c'est une des choses qui le distingue fondamentalement du libéralisme classique, est fondamentalement conscient que ce marché, laissé libre à lui-même, ne fonctionne pas bien. Justement, qu'il manque de stabilité dans les flux, qu'il n'est pas sans anicroche, notamment les facteurs de production, notamment le facteur travail, qui sont supposés dans la théorie de la concurrence pure et parfaite être parfaitement mobiles, eh bien ces facteurs de production ne sont pas mobiles. Prenons un exemple d'un ouvrier qui travaillerait dans la sidérurgie, et alors qu'il y a une récession économique, que le secteur de la sidérurgie est en déclin, et qu'il y a des délocalisations, bref, il perd son emploi.
La mobilité du facteur travail, ça signifierait que cet ouvrier devrait parvenir très facilement à retrouver un emploi, peut-être à des kilomètres de chez lui. Premier problème, c'est pas si facile de se déplacer, mais surtout dans un secteur où les compétences ne sont pas forcément les mêmes. Imaginons par exemple un secteur émergent comme la construction d'éoliennes. Eh bien, il ne va pas de soi que quelqu'un qui a perdu son emploi dans la sidérurgie va pouvoir du jour au lendemain être attractif, être compétent, avoir le profil nécessaire pour travailler dans la construction d'éoliennes. Le libéralisme de gauche pourrait dire, mais justement, on voit bien là qu'il y a une imperfection de marché. Le marché, dans la réalité, parce que justement former un travailleur, ça prend du temps, eh bien, il n'y a pas cette mobilité parfaite du facteur travail comme l'imaginait la théorie classique du marché. Et le rôle de l'État, c'est précisément de fluidifier le fonctionnement de l'économie en fournissant des formations à notre demandeur d'emploi qui a donc c'est l'ancien travailleur de la sidérurgie qui a perdu son emploi pour lui permettre de devenir compétent et de travailler dans l'éolien. Dès lors, le rôle de l'État, on le voit bien, c'est bien une forme de politique sociale, on verra, ça s'appelle la notion d'État social actif, c'est une politique sociale que doit mettre en place l'État pour accompagner socialement et couvrir le risque de la perte d'emploi et faciliter le fait de retrouver un emploi dans un des secteurs émergents. L'État a un rôle actif, mais un rôle qui accompagne le fonctionnement du marché. Là où un socialiste dirait plutôt, ben non, il faut, face au marché qui n'est plus capable d'assurer le maintien de l'emploi dans le domaine de la sidérurgie, ce qu'il importerait, c'est que l'État l'entreprise rachète l'usine et ainsi garantisse l'emploi par la nationalisation de l'entreprise et de la production d'acier. Deux actions de manière de réagir face à la même chose, à une crise qui provoque la fermeture d'une entreprise de sidérurgie, fondamentalement différente, et qui illustre bien la différence d'attitude entre un socialisme démocratique, soucieux de maintenir aux mains de l'État des outils de production et d'assurer le maintien de l'emploi à travers le public, à travers l'État, si le marché ne le fait plus. Donc l'État doit se substituer au marché. Tandis que pour les libéraux de gauche, l'État ne se substitue pas au marché, mais il accompagne, il corrige les imperfections de ce marché, et dès lors, il s'efforce que ce marché fonctionne le plus que les marchés réels fonctionnent autant que possible comme les marchés théoriques. Donc vraiment un rôle actif de l'État pour fluidifier le fonctionnement du marché et s'assurer que ceux qui seraient perdants si on laissait le marché laisser à lui-même, c'est bien là la dimension sociale, la dimension égalitaire, ceux qui, dans un cadre purement classique du libéralisme, seraient justement des demandeurs d'emploi incapables de retrouver un emploi dans un nouveau secteur émergent. Et bien donc, l'action de l'État va faciliter, va accompagner, va soutenir ces personnes davantage défavorisées, mais toujours dans l'idée qu'il s'agit de répondre aux signaux du marché en améliorant son fonctionnement plutôt que d'opposer la logique publique à la logique du marché.